Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Cécile Jodogne. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la secrétaire d'État au commerce extérieur dans la région bruxelloise. Évidemment, le commerce extérieur, quand on pense commerce extérieur, on pense CETA. Et les CETA ont lieu, les négociations sur le CETA intra-belge ont lieu pour l'instant. Vous n'y êtes pas, c'est le ministre-président du gouvernement qui y est pour représenter le gouvernement. Donc vous, en tant que secrétaire d'État au commerce extérieur, vous étiez la pro-CETA du gouvernement ? Vous étiez celle qui était favorable au libre-échange ? Il est clair qu'en étant en charge du commerce extérieur, il est difficile de ne pas effectivement vouloir faire en sorte que les barrières au commerce extérieur puissent tomber et qu'on puisse favoriser le commerce extérieur. Je rappelle qu'il participe quand même pour à peu près 60% du produit intérieur brut bruxellois. C'est important pour la Belgique, c'est important aussi pour Bruxelles. Maintenant, ça ne veut pas dire nécessairement, bien sûr, qu'il faut tout accepter n'importe comment. Mais je pense que les discussions étaient entamées depuis fort longtemps et je pense que des avancées conséquentes ont été engrangées depuis le mois de février de cette année et encore tout récemment. Donc vous êtes plutôt optimiste, on devrait arriver à signer cet accord ? Je le souhaite en tout cas. Je pense que le Canada est un pays ami dont les valeurs fondamentales sont proches de celles de l'Europe. Et je pense vraiment que le CETA pourra apporter de bonnes choses pour le commerce extérieur européen. Quand on fait la balance, c'est toujours ça, un traité qu'on négocie, il y a une balance entre les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. La balance est plutôt positive pour Bruxelles. Si on prend que Bruxelles, on ne parle pas des problèmes des agriculteurs wallons, mais pour les entreprises bruxelloises, c'est plutôt positif ? Je pense que c'est effectivement positif. Vous l'avez souligné, un accord comme celui-là, ce sont évidemment des discussions, des négociations, des compromis. Donc on ne peut pas dire qu'on va obtenir tout ce que l'on veut. C'est l'essence même aussi de la construction européenne. Il faut pouvoir aussi se dire globalement quelles sont effectivement, quelle est la balance, et je pense qu'elle est plutôt positive. À votre place, hier, Rudy Vervoort disait moi, je ne peux pas décider pour tout mon gouvernement parce que mon gouvernement n'est pas unanime. Alors, c'est difficile à Bruxelles. C'est le Parlement qui doit discuter et le gouvernement est juste le notaire qui engrange la décision du Parlement. Non, il y a eu un choix au niveau du gouvernement de suivre les résolutions qui ont été adoptées au niveau du Parlement et donc de ne pas avancer par rapport à cela. Je fais partie de ce gouvernement, je respecte donc le choix qui a été fait. Quel que soit votre propre avis. Mais si on en revient aux relations internationales et au commerce international de manière plus générale, est-ce qu'aujourd'hui, la croissance économique, est-ce qu'elle passe par des meilleurs traités ? Est-ce que ça passe par cette relance du commerce international ou ça passe plutôt par de plus grands investissements publics ? Je pense que ce n'est pas effectivement tout au commerce international ou tout à l'investissement. Je pense que la croissance économique, elle est le résultat de différents facteurs. Les investissements en sont un facteur certainement essentiel, le commerce extérieur également. Et donc vous devez défendre l'investisseur bruxellois qui veut s'installer dans d'autres pays, au Canada par exemple. Par exemple, donc il faut quand même aussi bien savoir que ce ne sont pas, comme certains le présentent parfois, que des avancées pour les Canadiens en Europe. C'est aussi évidemment des avancées certaines, notamment par exemple l'ouverture de tous les marchés publics au Canada pour nos entreprises, nos PME qui ont une carte là à jouer et je pense aussi des affaires à faire. Ces journées ont dû être difficiles pour vous, parce que vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume. Bon, vous savez, je pense qu'il y a souvent des situations où les choses ne se passent pas exactement comme on voudrait. Ça fait partie de la vie, ça fait certainement partie de la vie politique. C'est vrai que de temps en temps, il y a soit un petit peu d'énervement ou de découragement, mais je suis une optimiste et je pense qu'on va pouvoir s'en sortir. Vous n'en voulez pas à Paul Magnette et aux autres ministres-présidents socialistes d'avoir bloqué la donne ? Non, écoutez, ça, je pense que chacun prend ses responsabilités. Alors, en matière de commerce extérieur, il y a des missions à l'étranger dont vous vous occupez, et puis il y a tout ce qui se fait pour essayer de mieux commercer avec d'autres pays. Alors, on a beaucoup parlé de ce voyage aux Philippines. Vous aviez dit, moi, je trouve qu'il ne faudrait pas y aller, en tout cas pas de voyage princier, parce que les Philippines, ça devient un pays peu fréquentable, et notamment son nouveau président. Oui, je pense d'ailleurs surtout l'attitude de son nouveau président. Je pensais en effet que la situation et les attitudes du président étaient assez peu compatibles avec une mission officielle, avec une représentation politique et la présence de la Maison du Roi de la Princesse Astrid à cette mission. Ça paraissait vraiment malvenu. J'ai toujours précisé que je ne mettais pas en cause le commerce
avec les entrepreneurs, les entreprises et les Philippins en général. C'est vraiment la symbolique d'une mission princière que je trouvais déplacée. Et puis il y avait aussi le moment de décider. Je pense qu'en décidant aujourd'hui de postposer cette mission princière aux Philippines nous permet de choisir une nouvelle destination et de l'organiser encore pour le premier semestre 2017. Donc une nouvelle destination avec une présence officielle, mais par contre il y aura quand même une mission économique qui ira aux Philippines. La mission économique, donc les entreprises, est maintenue au mois de mai aux Philippines, mais la mission princière s'oriente vers la Corée du Sud. Donc vers un autre pays, en l'occurrence la Corée du Sud. Est-ce qu'il y a, on se rend compte qu'il y a des pays qui suscitent toujours beaucoup de réactions dans le public en disant est-ce qu'on peut par exemple vendre des armes en Arabie Saoudite? Est-ce qu'on peut faire des affaires avec Israël et les territoires occupés? Est-ce qu'il y a d'autres pays aussi où on se pose des questions? La Turquie récemment aussi, où il y avait un voyage qui était en question. Comment est-ce que la secrétaire d'État au commerce extérieur arrive à faire la différence entre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire? Alors, c'est effectivement toujours assez difficile. Moi, je pars du principe que si je voyage, il y a une représentation officielle, une autorité publique officielle qui se déplace. C'est une symbolique différente quand on va dans un État que si ce sont des entreprises qui ont des relations avec d'autres entreprises et qui font du commerce. Et donc, effectivement, par rapport au voyage en Israël, par exemple, je n'ai jamais participé à ces voyages-là. Je voudrais quand même relever qu'il n'y a en aucun cas de relations économiques avec les territoires occupés. L'Europe est très claire là-dessus, et donc ça, c'est une position commune. Et j'ai toujours plaidé et organisé des missions qui étaient en parallèle vers Israël et vers la Palestine. Donc s'il y a un voyage officiel en Israël et en Palestine, vous irez? Non, les missions pour le moment sont des missions économiques sans représentation officielle et pour le moment je pense qu'il est préférable de maintenir cette position dont j'ai d'ailleurs eu l'occasion de discuter avec des responsables tant palestiniens que israéliens. Et pour les autres pays, quelles sont les règles? Je parlais de l'Arabie Saoudite là, parce que ces armes en Arabie Saoudite, on en parle beaucoup, bon, ça concerne la région wallonne évidemment, mais nous avons aussi des relations avec des pays comme l'Arabie Saoudite. Est-ce que là, si vous y allez officiellement, est-ce que là, c'est pas aussi dire oui, vous avez raison d'interdire aux femmes de conduire, par exemple? Est-ce que c'est pas un message un peu bizarre qu'on fait passer? Écoutez, l'Arabie Saoudite n'est pas à l'ordre du jour des missions officielles pour le moment. C'est vrai que ça me pose question. Je ne dois pas me la poser pour le moment pour l'Arabie Saoudite. Et là, c'est en tant que femme, en effet, principalement, que de nouveau dans ma situation officielle, cela peut me poser un problème. Autre chose à nouveau est le commerce au niveau des armes, par exemple. Et là, je ne vais pas me prononcer non plus. Bruxelles n'est pas directement concernée par cela. Non, mais c'est toujours une problématique. On l'avait vu avec le voyage de la présidente du Sénat, par exemple, en Iran. Tout à fait. Est-ce qu'il faut être voilé ou pas? Quand vous représentez une région ou un pays, il faut toujours penser à cela. Vous avez toujours cela en tête. Oui, pour différentes raisons, notamment d'agenda, mais pas seulement. Je n'accompagnerai pas la mission en Iran qui part dans quelques jours. Sont intervenus, effectivement, je vous le dis, il y avait au départ des problèmes d'agenda, mais aussi un certain malaise par rapport à l'attitude qui est faite aux femmes, même si l'Iran semble vouloir s'engager aussi dans une procédure d'ouverture. Oui, même si on est dans une normalisation et les entreprises bruxelloises ont peut-être une chance de décrocher des contrats là-bas. Tout à fait. Et donc, de nouveau, je fais aussi la part des choses. Je pense qu'on ne peut pas non plus empêcher que des entreprises fassent du commerce. Et je pense profondément aussi que le commerce extérieur est un des vecteurs d'ouverture du monde et aussi peut-être dès lors d'une certaine normalisation. Je n'aime pas beaucoup le mot parce que ça semble dire qu'il y a une normalité entre différents pays, mais en tout cas que cela peut amener à plus de démocratie et d'ouverture et de tolérance. Mais décidément, vous êtes une équilibriste. CETA, les voyages, les missions. Maintenant, parlons d'une autre thématique dont vous vous occupez, le plan alcool. Lundi, vous étiez réunis avec vos collègues des autres gouvernements qui s'occupent de santé et vous deviez vous mettre d'accord sur un plan alcool ambitieux. Et patatras, il n'y a pas eu de plan d'alcool. Pourquoi il n'y a pas eu de plan alcool ? Alors, ce n'était pas une surprise parce que les différents représentants, et en particulier mes collaborateurs aux réunions préparatoires, ont toujours très clairement indiqué que nous voulions qu'il y ait des avancées en matière
d'offre de l'alcool. Vous savez que les régions et les communautés sont responsables de la politique de prévention, de la réduction des risques et éventuellement aussi d'intervention de soins ou d'aide aux personnes victimes, je le précise, d'une consommation abusive de l'alcool. Il n'y a pas ici de volonté prohibitionniste. Nous l'avons toujours dit clairement, il faut pouvoir travailler sur la demande. Ça veut dire quoi? Une clarification de la loi 16-18 ans que même les revendeurs d'alcool ne comprennent pas, et encore moins les jeunes. Qu'il y ait aussi des actions qui puissent un petit peu plus canaliser les actions en matière de marketing et de publicité, et aussi en termes de vente d'alcool, par exemple le long des autoroutes ou la nuit, etc. En fait, l'alcool prend le chemin de la cigarette au niveau de la publicité, de la manière dont ça devrait se faire dans votre tête? Je pense qu'effectivement, il faut pouvoir aller plus loin. D'ailleurs, d'autres pays européens le font avec des résultats. Il faut pouvoir aller plus loin dans un contrôle de la demande. Et ici, malheureusement, aucune avancée significative n'était proposée par les représentants et les ministres du fédéral, puisque ce sont des compétences qui leur reviennent. Et donc, pour moi, il ne pouvait pas y avoir de signature d'un plan alcool. Mais les discussions vont se poursuivre sans tarder et j'espère pouvoir aboutir avec mes collègues au printemps prochain. Et vous croyez qu'il y a moyen d'obtenir une marge de la part à la fois des partis flamands et du fédéral pour justement que ce plan alcool puisse déborder un peu dans les compétences fédérales? Écoutez, sans révéler ce qui a été dit à la réunion lundi, je pense qu'il y avait effectivement des ouvertures et des messages aussi de dire qu'en effet, la priorité là doit être celle de la santé publique. Il y va de cela. C'est vraiment une question de santé publique et donc il fallait pouvoir avancer. Alors, une des autres thématiques que vous n'avez peut-être pas abordées lundi, mais qui est aussi d'actualité, c'est ces fameuses salles de shoot. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut mettre en place à Bruxelles pour résoudre un peu ces problèmes de drogue, d'addiction à la drogue que l'on connaît dans nos rues? C'est une question effectivement que l'on se pose et au sein pour ma part en tout cas, je suis assez ouverte à faire des tests, donc c'est-à-dire à se dire ok, si on s'engage dans cette voie-là, est-ce qu'effectivement elle n'est pas juste pour à nouveau être dans un phénomène de réduction de risque, parce qu'il s'agit surtout de cela, de réduction des risques au niveau des personnes qui abusent et sont vraiment en consommation de drogue forte, mais aussi dès lors d'avoir un accompagnement ou d'offrir cet accompagnement possible. Donc je suis plutôt ouverte à me dire, ok, des projets pilotes qui vont dans ce sens-là, je pense que c'est la meilleure manière de savoir si oui ou non ce sera une avancée. Merci Cécile Jodogne. Demain, je recevrai Johan van den Dries de la NVA. Bonne journée et bonne soirée.